Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, revient dans un nouvel épisode où nous serons avec Fabien Duffieux, que vous connaissez certainement si vous êtes un fidèle d'Endurance Info pour ses récents programmes, que ce soit en Asian Le Mans Series ou en GT World Challenge Europe la saison dernière. Avec Fabien, nous parlerons notamment budget et établissement des programmes, un sujet, on sait, souvent compliqué en cette période de l'année où les équipes tardent à finaliser certaines propositions. Et avec Fabien, nous évoquerons donc les différents sujets qui peuvent tourner autour de l'établissement des programmes, notamment la partie budgétaire. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Et je suis évidemment avec Laurent Mercier. Salut Laurent, nous allons donc avoir Fabien Duffieux donc pour le sujet que j'évoquais en introduction de ce podcast, un sujet particulier en cette période où on sait que les programmes se finalisent ou ont été finalisés il y a peu. Mais pour les pilotes, on va dire amateurs, Laurent, ou les pilotes également silver, qui amènent ces fameux budgets qui sont si importants aujourd'hui en sport automobile pour l'établissement des programmes, on sait que cette période est charnière et pas toujours évidente. Et avec Fabien, on s'est dit que c'était peut-être un bon sujet, une belle idée d'évoquer cela pour aussi vous faire comprendre à vous, auditeurs et ou lecteurs de notre site internet, de ce paramètre qui est, Laurent, pas évident en sport auto, on le sait, surtout avec les périodes actuelles, on le sait, post-Covid, où il y a eu c'était un petit peu tout feu tout flamme, avec des grilles de départ records, mais les réalités rattrapent bien souvent les programmes. Laurent, je te laisse commencer ce question-réponse avec Fabien, autour donc de ces différents sujets, et en premier lieu, l'établissement des budgets. Bonjour messieurs. Déjà avant de commencer, moi je voulais déjà remercier Fabien parce que c'est pas des sujets faciles à aborder, parce que dès qu'on parle d'argent, tout le monde a un peu tendance à partir en courant ou à ne pas payer, voire les deux. Donc déjà c'est un sujet quand même qui est pas simple et avec Fabien c'est vrai qu'on a trouvé judicieux de vous éclairer un petit peu sur le côté financier et déjà Fabien on est jeudi quand on enregistre le podcast dans l'après-midi. On a eu ce matin la liste des engagés du GT World Challenge Europe Sprint et Endurance avec presque 60 voitures en endurance, presque 50 en sprint, et on va parler forcément argent, mais en fait on parle argent mais il y a pas de crise en GT, du moins comme ça sur une liste des engagés. Ça, c'est sûr que c'est le paddock ne connaît pas la crise, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Surtout, oui, quand on voit le nombre d'engagés. Après, moi, je me fixe surtout sur les engagements bronze parce que c'est la catégorie dans laquelle j'étais, où je connais personnellement trois quarts des pilotes bronze qui sont là-bas, et je sais que tout est financé en fonds propres de leur part ou via des sociétés, mais qui leur appartiennent. Je pense, en toute franchise, l'année passée, avoir été le seul pilote bronze sponsorisé à 100%, ce qui en fait un peu un côté un peu atypique, mais le reste, oui, on est sur des personnes qui payent tout de leur poche. Et allez, pour donner à titre d'idée, comme ça on met directement les pieds dans le plat, j'ai envie de dire, en termes de GT World. Là ici maintenant, moi je vais prendre les prix que j'ai reçus et je parle vraiment pour bien faire les choses, donc c'est-à-dire le sprint et l'endurance, plus, allez, je vais dire 10 jours de test, sachant qu'il y a déjà les 4 jours de prologue au Paul Ricard, les 2 jours de prologue au Paul Ricard et les 2 jours à Spa, pardon. Les deux combinés, si on veut bien faire les choses, il faut presque 2 millions d'euros. Donc ça, c'est ce que les pilotes, je vais dire par exemple bronze, amènent. Il y a deux types je vais dire, de voitures bronze. Il y a la voiture où le bronze prend à 100% les charges. Il dit ok, je paye pour le silver et je paye pour le pro. Ou alors le bronze va payer seulement pour le pro, avec lequel il va faire le sprint. Il fera l'endurance aussi avec, et le silver qui rejoint pour l'endurance amènera une partie financière qui va se situer aux alentours des 200-300 000 euros. Ça dépend un peu le niveau du silver. Certains vont dire ok, moi je veux un bon silver, donc il va payer moins. Mais maintenant le problème, c'est que tu as aussi des très bons silvers qui ont beaucoup de budget, ce qui fait en fait que ça en devient difficile pour les silvers qui ont un peu moins de budget. Mais saison complète, il faut tourner aux alentours de 2 millions. Et ça, je parle sans les dégâts. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. L'ordre d'idée, une franchise assurance sur une GT3, on est à 45 000 euros. Moi, j'en ai fait les frais à Barcelone, départ où je me fais tamponner de l'avant et de derrière. La voiture, il y en a pour, je pense, 120, 130 000 euros de dégâts. Mais voilà, on a l'assurance, donc on paye la franchise. Et que tu te fasses tamponner ou que tu tamponnes quelqu'un, ça n'a rien à voir avec sur la route où tu as des responsabilités qui sont établies, que là, c'est tout pour ta pomme.
On est bien d'accord. Ouais, c'est malheureusement tout pour ma pomme. Et le problème du GT World, qui pour moi est un championnat qui coûte le plus cher en dégâts, c'est que ce soit l'endurance ou le sprint, les deux sont du sprint. Et le truc, c'est qu'on va se retrouver avec une grille où il va y avoir, je pense, entre 15 et 20 voitures en pro, où eux, ils veulent juste jouer la gagne. Il n'y a rien d'autre qui compte. Les pilotes pro en général payent pas leurs dégâts, donc ils y vont. Et c'est souvent, ben voilà, on se fait pousser, on se fait mettre sur le côté. Mais bon, voilà, splitter sur une Porsche GT3, c'est 10 000 € et c'est vite fait. C'est des gros budgets. Je pense honnêtement quelqu'un qui se dirait maintenant, ok, je suis pilote bronze, je vais me payer une voiture complète en sprint et en endurance, dégâts compris. Et s'il veut prendre le silver en charge, il faut qu'il planifie entre 2 millions 2 et 2 millions 300 000 euros saison complète. Et avant que toi tu passes en GT3 l'année passée, tu as quand même aussi fait partie des concurrents en GT4 European Series. Si on parle d'un budget en comparaison en GT4 European Series, il faut compter quoi, 300 000? Ouais, GT4, on va être à 320, 340. Après, encore une fois, ça dépend à qui on demande un budget et à qui, voilà, vers qui on va aller. Il y a des teams. Ben, moi, j'étais chez AV, qui pour moi reste une top référence en GT4. On était sur des prix tout à fait corrects. Ils n'ont pas essayé, je vais dire excuse-moi l'expression, mais de nous ouvrir en deux en se disant, ok, le mec il vient avec des sous et puis en avant. Par contre, je prends le cas de chez Borussian Automotive où là j'ai reçu un budget, on était à 480 000 euros. Mais pourquoi? Parce qu'ils se disent, le bronze qui vient là-bas va payer pour nos équipages silver. Donc c'est comme ça en fait qu'ils jouent un peu sur les deux. Donc tu peux avoir des fourchettes de prix qui vont de 250 000 euros jusqu'à 480, 400, 400, allez, presque 500. Ça, encore une fois, c'est des budgets sans dégâts. Mais bon, en GT4, on est quand même moins cher au niveau des frais. Une franchise va coûter, je pense que c'est 19. T'es un peu plus cher à Spa ou Misano parce qu'ils savent que ça casse un peu plus. Donc, je pense que c'est 22 ou 23. Et une casse en soi en GT4 coûte beaucoup moins cher qu'en GT3. Ça, c'est des budgets qui sont, enfin, j'aime pas dire plus abordables parce que ça reste complètement démesuré. Mais comparé au GT3, ça reste plus accessible. Ouais. Et est-ce que tu peux nous refaire un petit brief de ton passage, de ton retour, on va dire à la fin, de ton arrivée en compétition avec le GT4, puis le GT3, la victoire de classe aux 24 heures de Spa quand même l'année passée, ce qui est quand même pas rien. Et plus après ce qui s'est passé en fin de saison avec une nouvelle entité, plus un peu le début de la Le Mans Series. Tu vas nous faire un peu le parcours? J'ai commencé le sport auto il y a 4 ans, quand je suis parti à Dubaï. J'avais déjà fait des petites choses à droite, à gauche quand j'étais plus jeune, mais j'appelle pas ça être dans la compétition parce que voilà, une course par-ci, une course par-là, voilà, c'était pas vraiment. J'ai pas, je peux dire, quelqu'un qui vient, qui a fait 10 saisons, qui a arrêté sa carrière et puis qui revient juste après. Je suis vraiment tout nouveau pour moi dans le sport auto. Et moi, en fait, ça a vraiment bougé quand je suis parti vivre à Dubaï. Donc moi, je travaillais pour l'importateur BMW là-bas comme marketing manager pour développer toute la marque M. Et en fait, de là, bah, ils ont un championnat local à Dubaï qui s'appelle le Procar Series. Enfin, c'est le Gulf Procar maintenant, qui a un championnat. Je vais dire, c'est le championnat parfait pour commencer le sport auto dans le sens où il n'y a pas de niveau. Il y a vraiment pas de niveau. Il n'y a pas de BOP, il n'y a rien. On peut se battre avec une GT4 contre une Challenge. Enfin, voilà, c'est vraiment un niveau qui est complètement à part. Et moi, j'ai monté un programme avec BMW là-bas sur la M4 GT4 où j'ai gagné plusieurs courses. J'ai été champion en GT4. Mais voilà, ça reste du championnat bas de gamme. Donc, je pense que beaucoup de gens pourraient se dire, OK, j'ai été champion là-bas. Mais c'est ce qui m'a, voilà, mis les pieds dedans et où je me suis dit, ah ouais, en fait, si je crée une expérience pour une société, il y a moyen de lever des fonds. Et c'est de là en fait que l'histoire est arrivée. Je me suis dit, ok, j'ai tout mon bagage en marketing que je peux utiliser pour le sport auto. Donc c'est là que j'ai commencé un peu à élever les choses. Après ça, on a fait le Middle East Trophy sur la M4 GT4 de chez Simpson, où là, moi j'ai été vice-champion du Middle East sur la GT4. On allait être champion, mais malheureusement, mon coéquipier a détruit la voiture à 2 heures de la fin quand il s'est mis à pleuvoir. Donc on a perdu voilà la course alors qu'on était premier, on avait une minute d'avance. Voilà, c'était bien, c'est le jeu. Donc là, je finis vice-champion Middle East. Juste après, j'ai une année un peu plus creuse où je fais 3-4 courses, les 24 heures de Barcelone sur la M4 en GT4. On fait le GT4 Europe avec Mathieu aussi en ouverture des 24 heures de Spa. Donc voilà, on a un peu une année en demi-teinte. Et à la fin de cette année-là, au mois de septembre, ben moi je rencontre Ajit,
qu'on voit beaucoup maintenant en sport automobile. Je rencontre Ajit Kumar dans le showroom BMW parce qu'il vient acheter des voitures chez nous et il s'installe à Dubaï. Et j'ai mon responsable finance là-bas qui me dit, écoute, il voudrait bien discuter avec toi parce qu'il veut faire du sport auto, mais il est jamais pris au sérieux, ceci, cela. Enfin, on connaît voilà les histoires. Et donc moi je parle avec. Et je dis, ok, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu voudrais faire? Bon, et on le voit dans ses déclarations maintenant, il est très démesuré dans ce il veut faire et ce qu'il peut faire. Donc moi, j'ai dû vraiment le redescendre un petit peu sur ses envies. Je dis, écoute, moi, je te vois pas faire du sprint, laisse tomber, on va faire de l'endurance. On fait du Creventic, qui est pour moi l'accès principal pour quelqu'un qui voudrait vraiment se lancer dans l'endurance parce qu'il y a énormément de roulage, on passe énormément d'heures sur la voiture. Donc je dis, bah viens, on fait le Creventic sur une Cup, qui pour moi est une voiture qui est très difficile à emmener, comparé à une GT3 par exemple ou une GT4. Si je lui dis GT4, on va pas y aller, ça sert à rien, il y a trois voitures. Donc c'est sûr, tu feras des podiums, mais il y a aucun apprentissage, aucune fierté là derrière. Je dis par contre la Cup, si ton but c'est de passer sur du GT3 après, c'est une voiture qui va t'apprendre beaucoup de choses. Je monte le budget, enfin je crée les logos, Ajit Kumar Racing, machin, etc. Je crée tout de A à Z pour lui, mais je lui dis voilà, je veux la liberté de choisir le line-up. Il me dit pas de souci, et il voulait que ce soit un line-up où on aide voilà des pilotes qui n'ont pas forcément de sous mais qui ont du talent. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. On a vu avec Baskouten qui nous a mis un budget. Pour vous donner une idée, vu qu'on parle de budget, la Cup, une saison complète chez Baskouten, en faisant les 24 heures de Dubaï et tout le Creventic Europe, on était un peu en dessous du million d'euros. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, en dessous du million d'euros. Ouais, mais ça inclut les 24 heures de Dubaï et la saison. Donc la saison Europe va faire, parce que Dubaï en Cup, il facture ça entre 180 et, allez, entre 160 et 180 000 euros. Donc voilà, c'était un peu ce qui était établi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que l'histoire Ajit Kumar, pour moi, tombe un peu du ciel parce qu'il dit, je veux vous payer un salaire, je veux vous payer vos dégâts, je paye vos trajets, enfin, je me dis, ah ouais, on est quand même tombé sur quelqu'un qui veut mettre les moyens. Mais encore une fois, j'ai connu tellement de gens dans ce milieu qui disent je vais le faire et puis qui disparaissent que voilà. Donc on monte le machin. Moi, je fais rentrer Mathieu dans l'aventure parce que bah voilà, c'est un peu mon ami pour qui j'essaye de pousser au maximum, qui a énormément de talent, mais encore une fois pas de budget. Donc on démarre ça et je fais appel à Cam avec qui j'avais fait les 24 heures de Dubaï sur la GT4, Cam McLeod, qui est l'Australien. Et je dis, écoute, j'ai une opportunité pour toi, ça pourrait être cool, ça te fait rouler, je sais que tu veux rouler en Europe, donc voilà, l'histoire démarre comme ça. Et je me dis, bon, on verra bien, et puis je les mets en contact avec Baskouten, et puis je reçois un message, j'étais dans mon canapé, sur WhatsApp, une preuve de paiement. Je dis, je regarde, je vois le montant, je dis, ah mais il a payé en fait. Donc c'est comme ça que l'histoire a démarré, où je me suis dit, mais en fait, il est vraiment sérieux. Donc ils ont payé la première partie de saison à Baskouten. Donc du coup, on a monté des tests à Barcelone, où là, il nous a détruit une première voiture sur les tests à Barcelone. Donc on s'est dit, est-ce que la Cup, c'est vraiment le bon choix? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse? Et puis on voit que l'erreur en soi qu'il fait à Barcelone, c'est pas forcément dû à la Cup, c'est juste qu'il a pas appliqué et pas réfléchi dans ce qu'on lui demandait de faire. Donc on se dit, ok, c'est pas grave, ça arrive. On fait tout pour que Baskouten accepte de le remettre dans une voiture. Il y avait une voiture spare pour pas qu'il crache vraiment la voiture à la fin des 2 journées de test. Donc je me dis, écoute, il faut qu'on le mette dedans. Et puis du coup, bon voilà, ça se fait. Et on arrive aux 24 heures de Dubaï. Où là, on se rend compte que ça n'ira pas. Parce que le mardi, il explose la voiture avec Mathieu à droite en coach. Et là, en fait, je vois que ça n'ira pas en Cup. Il y a 60 voitures. Ok, c'est du Creventic, mais les 24 heures de Dubaï, c'est quand même autre chose que le Creventic qu'on connaît à chaque fois. Donc, obligé d'aller discuter avec son bras droit. Et je lui dis, écoute, vous m'avez nommé team manager en même temps que pilote. Ma responsabilité, c'est de vous dire qu'il n'est pas prêt. Et là, il y a déjà failli y avoir de gros dégâts. J'ai dit, si on continue comme ça n'ira pas. Donc déjà là, je me crée un peu un certain conflit avec eux parce que je dis les choses, mais moi j'ai toujours été comme ça et je dis voilà, je ne veux pas qu'ils se fassent mal ou quoi que ce soit. Là, ils vont quand même trouver tous les teams pour trouver une voiture. Ils trouvent un KM en GT4, ils le mettent dans la GT4. Enfin bref, chose continue comme ça. On est déjà à 2 châssis sur le début de sa carrière. Et puis après, voilà, on continue, on avance. Mathieu le coach énormément. Franchement, ça c'est quelque chose qu'il faut laisser à Mathieu. Si Ajit en est là où il est aujourd'hui, bon, il n'est pas très loin non plus, mais il a quand même progressé par rapport à ce que nous on a vu. C'est grâce à Mathieu. Ça, on l'enlèvera jamais. Donc les courses se passent. Misano
Non, pardon, Mugello, beau résultat, podium, content, pas de sortie. C'est même moi qui me mets au bac au Mugello alors qu'on pariait sur autre chose vu qu'il pleuvait à trombe. Puis on arrive à Spa. Spa, il explose la voiture au raidillon, mais c'est là que les conflits ont un peu commencé avec Baskouten et que de là il est passé chez Redant. Donc il explose la voiture là-bas. On lui dit écoute, lève le pied, parce que de là, il parlait déjà, je veux faire du GT3, je veux faire du LMP3, machin, etc. Je schématise, hein, mais parce qu'il a fait du GT4 aussi, vu que nous, on a fait du GT4, il a voulu en faire, etc. Et donc, pour un peu en revenir à l'histoire à JIT où j'avais, entre guillemets, rien à payer, c'était beau, mais il y a quand même ses mauvais côtés, dans le sens où c'était très difficile mentalement pour moi à gérer le côté où j'ai envie de protéger quelqu'un qui va se faire très mal, mais le problème, c'est que ça nous a porté préjudice vu qu'on s'est fait jeter de chez Ajit Kumar. Comment je lève les budgets pour faire les 24 heures de Spa, qui était pour moi les deux courses que je rêve de faire, c'est Spa et Le Mans. Donc Spa, c'est fait, on l'a gagné, je veux dire tant mieux. Et on lève du budget. Et en fait, là, il nous manquait un pilote bronze. Un pilote bronze payant. Et qu'on en revienne un peu dans les budgets et pour ne pas être, pour être sans langue de bois. Quand tu parles de lever les budgets pour Spa, tu lèves les budgets en dehors d'Ajit Kumar. Ouais, ouais. C'est toi qui trouves des budgets, mais par toi-même, C'est qu'on ça. soit, C'est c'est ça. ça, hein. Il faut savoir que à l'heure actuelle, Ajit Kumar Racing n'a jamais rien payé pour nous, à part ils ont aidé Mathieu pour les 24 heures de Spa, parce qu'il manquait un peu de budget pour Mathieu. Mais tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant, que ce soit Conpayment, que ce soit UNX Race, voilà, toutes ces choses-là, c'est moi qui ai levé en privé. Ajit n'a jamais payé quoi que ce soit pour nous. Donc, en GT4 European Series chez Aver Racing, il y avait deux voitures. Il y en avait une pour Ajit tout seul et une pour vous à côté. C'est nous. C'est pas Ajit Kumar qui Non. payait votre voiture. Non, non, ça c'est le GT4 Europe, ça s'est fait comment? Moi j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Fabrice, que je remercie d'ailleurs, qui me trouve beaucoup de sponsors. Et en fait c'est lui qui a trouvé ce sponsor, donc il s'appelle Vapothéose, qui était du CBD. Il voulait développer une vape, donc on leur a vendu le projet autour du sport automobile, mais ça n'avait rien à voir avec Ajit Kumar. C'est justement quand on a annoncé le GT4 qu'il a dit je veux faire aussi du GT4. Et là on lui a dit Ajit, s'il te plaît, ça ne sert à rien, tu régresses d'une catégorie, utilise le budget, parce qu'on parle quand même de 300 000 euros, utilise le budget que tu vas mettre dans le GT4 pour faire des track days. Fais des track days, sachant qu'aller à track day en cup, avec les pneus qu'il faut, on va être à 25 000 euros la journée, plus ou moins 40 sur une GT3. Donc je lui dis, tu as déjà 10 journées de test où tu vas prendre 8 heures de roulage. Sachant que le GT4, on dit, ok, c'est 300 000, c'est moins cher, et on roule 2 fois 1 heure, hein, et on roule pas beaucoup en test. Donc en soi, je lui dis, écoute, utilise ce budget-là pour faire autre chose, c'est mieux. Donc on était à chaque fois en essayant de le conseiller avec Mathieu, de dire fais ci, fais ça, fais ci. Et en fait, ça n'a jamais matché parce qu'on allait toujours à l'encontre du fait, regarde, c'est comme maintenant, il dit qu'il veut faire de l'hypercar. Ok, il faut, voilà, je veux bien qu'il faut avoir des rêves, etc. Et oui, quand on a énormément d'argent, tout est possible. Mais moi, je parle de la personne que je veux protéger de se faire mal et que je veux protéger aussi des réputations qu'on est en train de se faire dans le paddock. Donc, c'était vraiment notre idée. Et donc, du coup, moi, je lève les fonds pour les 24 heures de Spa. On est tout excités. Enfin, je me souviens encore, ça se passe, on était au Mugello. Je dis à Mathieu, je dis, tu vas jamais le croire. Je dis, j'ai déjà quasiment 3 quarts du budget pour nous, pour les 24 de Spa, etc. Enfin, voilà, on était tout fou. Et il nous manque un pilote bronze. Un pilote bronze qui devait amener pour nous, la voiture complète pour faire les 24 de Spa, tu es à 420 000 euros. Ça inclut le prologue, donc 2 jours de test. Donc si tu retires le prologue, tu es plus ou moins à 360 000 euros. On avait Noam avec nous, le silver, Mathieu, moi, et vu qu'on roule en pro-am, il nous faut un deuxième bronze. Il apprend ça, il dit je veux rouler. Il faut quand même imaginer, si on reprend le schéma de tout ce qui se passe, que moi je connais, donc c'est-à-dire qu'il a fait 7 châssis en une saison, que ça va pas du tout, qu'il galère en GT4. Enfin, même pour moi, les 24 heures de Spa, ça a été la course la plus difficile de ma vie. Et je lui dis, Adji, tu peux pas, je dis, tu vas arriver en bas du raidillon, tu vas lifter, ils vont te mettre dehors, tu vas aller te faire mal, ça n'ira pas, etc. C'est trop tôt. Il demande à deux, trois teams qui lui disent aussi c'est trop tôt, et en fait, de là commence un conflit en mode, ils sont contre moi. Et comme je dis encore, sans langue de bois, si je voulais, je disais à Ajit, le volant c'est 200, avec ma société, je faisais 100 000 de bénéfices, il aurait payé. Voilà, donc c'est pour dire qu'on n'a vraiment jamais rien fait avec lui en termes de vraiment le torcher. Et pourtant, j'en connais des pilotes
coachs, entre guillemets, qui ils ouvrent en eux leur bronze, mais voilà. Que nous, on a voulu vraiment lui dire, fais-nous confiance, suis les étapes, et là, tu pourras aller. Donc là, ça met un peu du conflit, on le sent indirectement, et vraiment le gros du conflit arrive quand on lui dit ne fais pas du LMP3. Parce que lui voulait faire LMP3, LMP2, hypercar, etc. On lui dit écoute, déjà, fixe-toi sur une voiture. Tu veux passer en GT3, on va te faire passer en GT3 parce que étonnamment, les tests qu'on a fait au Paul Ricard en GT3, il était mieux que sur une Cup. Donc c'était pas mal. Il était à 3 secondes de moi, 4 secondes de Mathieu, parce que moi j'arrivais toujours à me caler à une seconde de Mathieu. Donc c'était prometteur. Donc on se dit, fais 2, 3 saisons en Creventic en GT3. Une fois que tu es bien dans le truc, on passe sur du P3 et rien ne t'empêche de faire des tests en P3 sur des track day, des machins, etc. Là on lui dit non. Et là on commence vraiment à sentir le conflit. Et voilà, je vais vraiment y aller sans langue de bois parce que je l'ai vraiment sur le cœur. On s'est fait un peu aussi berner dans le team dans lequel il est maintenant. Mais ça, voilà, je n'irai pas plus loin dans les détails. C'est juste qu'il y a des gens qui ont profité du conflit qu'on avait avec lui. Et vu qu'on était les seuls à lui donner les vrais prix du sport auto, ce qui se passait réellement, qu'on le protégeait de tout ça, bah, ça a été un peu une ouverture pour le team qui s'occupe de lui maintenant, de dire, bah, allez, c'est bon, dehors, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc ça, c'était un peu l'époque Agit, mais de là, et je cracherai jamais sur cette période-là, parce que cette période-là m'a aidé à faire levier pour lever des fonds pour ce que j'ai fait par après avec Mathieu. Donc en gros, c'est juste que je trouve ça dommage qu'on se soit fait mettre dehors juste pour avoir dit la vérité et juste avoir dit bah écoute, c'est trop tôt. Et on le voit. Je suis désolé de le dire, allez, l'Asian Le Mans Series, on le voit que c'est trop tôt. On le voit et on le verra malheureusement encore en Michelin Le Mans Cup parce que voilà, ça va refaire du P3. Faut savoir que la Michelin Le Mans Cup, c'est aussi en pneus froids, mais c'est l'Europe. Et les P3, quand ça va sortir au départ en pneus froids à Silverstone ou même Spa, etc., ça va être une autre histoire. Donc voilà, pour moi, les étapes ont été un peu brûlées trop vite. C'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé, pour un peu expliquer l'histoire à Jit Kumar, on s'est retrouvé un peu, ben voilà, on s'est fait mettre dehors, mais bon, sans animosité parce que ça m'a aidé pour le reste. Donc voilà quoi. Par contre, t'as hyper vite rebondi. Bah c'est en fait, si tu veux, moi ce que j'essaye toujours, c'est le sport auto, quand t'es dedans, ça marche. Si t'arrêtes à un an, t'existes plus. Ouais. Donc c'est vraiment, et c'est un monde qui pour moi, c'est ce qui, entre guillemets, me déçoit un peu de cet univers-là, c'est la fausseté du paddock et même des teams. Quand t'as de l'argent, tout va bien. Quand tu n'as plus de budget pour rouler, tu n'es plus personne. Donc c'est vraiment quelque chose en soi que je trouve dommage dans ce sport. Et je rejoins un peu, je sais pas si vous avez vu l'interview d'Isaac Adjar, qui dit, moi j'adore mes mécaniciens et mes ingénieurs, le reste du paddock, c'est cata, pour rester poli. Et en fait, je rejoins vraiment parce que c'est dommage, tu travailles avec des gens qui sont formidables, tout ce qui est mécano, ingénieur, etc., sont des gens qui travaillent avec passion, mais tu auras toujours le côté financier qui reviendra un peu, tu vois, gâcher un peu ce côté où, comme on l'avait à l'époque en soi, de dire, bah, si tu as du talent, on va pousser pour toi. C'est complètement terminé. Ça n'existe plus malheureusement, ou alors il faut, voilà, une bande de potes comme moi et Mathieu. On s'est dit, Mathieu et moi, pardon, on s'est dit, j'ai l'opportunité, moi, de trouver des fonds. Ben, je prends Mathieu avec, et puis t'inquiète pas, tout ce qui est ça, c'est couvert, c'est machin, c'est ceci. Donc, on a vraiment vécu entre guillemets un rêve de gosse qui pour moi est un miracle, de me dire ben voilà, on s'est retrouvé là, on l'a fait et voilà, on a profité de ce qu'on avait à faire, mais la réalité te rattrape vite. Entre-temps, ben voilà, donc on a fait le GT4 qu'on a dû arrêter, pas qu'on n'avait plus les fonds, c'est juste qu'on s'est rendu compte en fait que allier GT4 et GT3 sur les mêmes week-ends, alors je vais dire, c'est pour moi pas possible. Dans le sens où Spa a été le week-end le plus difficile de ma vie, dans le sens où on fait les 24 heures de Spa en GT3, on fait le GT4 Europe, plus, ben malheureusement, moi, vu que je lève des fonds de partout, je m'occupe de tout. Tout ce qui est hospitality, les passes, les visites de garage, je fais tout moi-même. Ce qui a été une erreur en soi cette saison. Et voilà, si la saison prochaine, ce que j'espère, ça se repasse, je vais dire, j'utiliserai, entre guillemets, quelqu'un pour me supporter là-dedans. Mais à Spa, je faisais tout. Envoyer les SMS, va chercher les guests là-bas, attends, je monte dans la voiture, je fais. Donc ça a été voilà très compliqué et on s'est rendu compte que c'était plus possible. Donc on a dit ok, le GT4 on arrête, ça sert à rien
de vouloir être dedans dans les deux, on va faire pire qu'autre chose. Et on s'est focus à 100% sur le GT3 parce qu'on a signé UNX Racing pour la fin du GT World Challenge. Spa, on l'a quand même gagné en soi, en toute franchise. Je ne sais toujours pas comment, parce qu'il y avait vraiment du gros niveau. On n'était pas les favoris sur le papier, mais on a vraiment appliqué le schéma classique de l'endurance qui est pas d'erreur, on déroule, on prend pas de pénalité et pourtant on a pris quand même parce que notre ami Bob One adore les track limits. On a quand même pris, je crois, une pénale d'une minute ou quelque chose comme ça. Et la fin de la course est magnifique et c'est là où Mathieu sort un pilotage pour moi juste incroyable. Je crois que c'était Valentin Asclo derrière sur la stun. Je crois qu'on avait une histoire de 45 secondes d'avance et Mathieu nous sort des tours dans chaque dixième. Boum, 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 boum. On voit qu'il remonte parce que voilà, Valentin a plus d'expérience et je crois qu'il avait plus Nous, on avait double stint les pneus, enfin, il y avait quelque chose comme ça. Et la course s'arrête je crois, il nous restait 19 secondes. Voilà, il était remonté de 40 à 19 secondes et on gagne. Et là, enfin, moi, enfin, j'en ai pleuré. Enfin, tu vois, c'est le rêve de gosse. Tu dis, j'ai l'opportunité de faire Spa, on l'a gagné. Donc ça, c'était incroyable. Et c'est des moments comme ça qui te motivent quand ça devient difficile de lever des fonds. C'est vraiment ce que moi j'ai retenu de ça, de dire, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi, tu vois, de se dire des choses qu'on peut vivre comme ça. Et donc, du coup, ben, après Spa, on a commencé avec UNX que moi j'ai déniché en toute franchise d'une manière assez fun. C'est pour ça que je pense qu'il y a une partie aussi énormément de chance d'avoir été au bon moment, au bon endroit pour ce qu'on a fait. C'est que bah, mon sponsor Conpayment est aussi sponsor en F1, donc il m'invite au Grand Prix de Monaco. Ils avaient pris un bateau. Je sais pas si vous avez vu, il y avait la McLaren sur le yacht. Voilà, j'étais sur ce bateau-là. Ah, c'était celui-là? Ah, ok. C'était celui-là, ouais. C'était celui-là. Et donc, du coup, bah, je discute à droite, à gauche, mais j'y vais tout seul parce que Mathieu m'avait lâchement laissé tomber. Donc, j'y vais tout seul. Et pour te dire, tu vois, c'est de la chance sans être de la chance parce qu'on était à Misano. J'ai 4 heures de route à faire. Donc, j'y vais le matin. Pour repartir le soir, je refais 4 heures. Tu vois, si t'as pas le truc de dire j'ai une opportunité d'aller là-bas, de rencontrer des gens, voilà, c'est pour moi toujours une question de est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que tu veux vraiment y arriver, tu vois? Donc je prends la voiture, j'arrive là-bas, on est sur le bateau et je rencontre le fameux propriétaire du NX et on discute, etc. Et puis il me dit ouais, moi aussi j'ai envie d'avoir mon team, machin. Et là, ça démarre aussi dans un côté très extrême. Je veux acheter mon team. Viens, on s'appelle lundi, on achète 2 camions, on prend un entrepôt, machin. Combien il faut? 10, 15, 20 millions d'euros. Enfin, la discussion, on avait tous une coupe à la main, donc on se dit, lundi, à mon avis, tout ce sera déjà oublié, tu vois. Et on fait une soirée, enfin moi je fais une top soirée là-bas. Et le lundi, je reçois un message de son bras droit qui me dit, écoute, il faut qu'on voit, on fait les contrats, les machins, etc. On veut finir le GT World Challenge. Et moi, j'avais pas de plan avec Payment pour la fin de la saison parce que c'était juste un one shot avec les 24 de Spa pour leur montrer ce qu'est l'endurance et le GT World pour peut-être 2026 ou 2027. Et donc on se dit OK. Et là en fait, je lève avec UNX. Bon, je vais parler direct de l'Asian parce qu'il y a l'Asian qui est inclus dedans, mais je lève chez eux plus ou moins 2,2 millions d'euros. Ce qui nous permet en soi de faire la fin du GT World Challenge. Je compte les dégâts, les machins, plus les activations. Parce que bah, je leur avais vendu activation sur chaque circuit pour 50, 60 guests, etc. Et là, en fait, je découvre une partie de moi en tant que pilote qui est très difficile, c'est le mental. Dans le sens où j'ai de plus en plus de mal à gérer la pression d'avoir les sponsors sur place, surtout un sponsor qui veut gagner. Et malheureusement, restons réalistes. Je veux bien que, ok, j'ai peut-être un bon pilotage pour un bronze. Je ne vais pas aller chercher Blattner, Lung, etc. directement, bien que sur pas mal de séances de test, j'étais à 3-4 dixièmes des tops. Mais voilà, manque d'expérience, etc. Et donc, bah, la saison se passe. Misano, on se fait complètement allumer. Je pense qu'on finit dernier. Enfin, c'était cata. Après, ça restait ma deuxième course en GT3, donc voilà, ça reste pas facile. Manicourt, on fait une belle P4 en bronze. Enfin voilà, on fait bien les choses. Et si je n'ignore pas, enfin, je suis pas trop lent à ralentir au drapeau rouge en qualif, je fais la pole parce que tout le monde s'était pris des pénats et des machins comme ça. Donc, ça aurait pu être une belle histoire. Et puis, on passe au Nürburgring où là on fait podium à deux, sans pro.
Donc là, franchement, super fier de ce qu'on fait. Entre-temps, on signe l'ASEAN parce que ce que voulait faire UNX, c'était faire Le Mans. Donc nous, on lui dit, bah écoutez, on fait l'ASEAN chez WRT parce qu'on a l'opportunité de le faire. Tu augmentes tes chances de gagner parce que voilà, ça reste pour moi le meilleur team en GT au monde à l'heure actuelle. Donc bref, on signe ça entre-temps. Après, on va à Valence. Valence, on a des soucis avec la voiture, etc. C'est pas folichon. Et le problème, c'est que bah, moi, si tu prends l'idée que je suis le pilote bronze, la première cible à qui on met la flèche dessus, c'est le bronze. C'est-à-dire que le bronze n'est pas bon, c'est trop lent. Parce que quand tu deals avec des sponsors qui ne connaissent pas le sport automobile, ils savent que tu roules en bronze, mais ils comprennent pas pourquoi tu fais pas la pole au général. Tu vois, donc c'est des choses qui sont très difficiles et donc ça a créé énormément de tension. On arrive à Barcelone. Moi, Barcelone, je suis sous tension comme c'est pas permis parce que je sais qu'il y a des jeux en jeu, donc j'ai pas mon mental, je fais des erreurs, etc. Alors qu'on aurait pu gagner en toute franchise. Sauf que moi, je prends une pénalité pour track limit. On n'a pas le droit de rentrer, donc déjà, je me fais cartonner au départ. La voiture, ça allait. Je vais pas remettre ça sur la faute de la voiture. C'est plus moi mentalement qui était un petit peu à me dire, oula, franchise, etc. Donc, on n'est pas dans la même mentalité qu'un pilote qui ne paye rien. Et en gros, je prends une pénalité, ce qui fait que, si tu te souviens de la course de Barcelone, je me retrouve safety car, premier, les pneus rincés, parce qu'on n'a pas eu le droit de rentrer vu que j'avais une pénalité. La pénalité, je dois la faire sous verre. Donc en gros, je suis premier, et le sponsor qui comprend rien au sport auto, il se dit, mais c'est magnifique. On est premier, puis c'est vert. Alors, faut resituer, cinquième course en GT3, j'ai les pros derrière. Enfin, tu vois, je veux dire, et je me retrouve, et je me souviendrai tout, je dis à Mathieu, je pensais, la course avant, je dis, on ne devrait pas me retrouver un jour comme ça, tout devant avec le safety et tout. Boum, ça arrive, tu vois. Et du coup, ben, je suis là, j'essaye une petite fête, tu vois, genre de ralentir et de remettre des gaz. Et puis ça repart et je rentre le tour direct, mais sur le même tour, je me fais doubler par 10-15 voitures. Ah, j'ai les pneus rincés, ils ont tous pité, ils ont tous en pneus en frais. Et encore une fois, c'est des pros, je suis à bronze, tu vois. On se retrouve, on finit, je crois, P9, alors qu'on aurait pu gagner, parce que quand tu vois le rythme qu'on avait avec Mathieu et Bastien, ça aurait vraiment pu le faire. Moi, je rebondis, Fabien, sur tout ce que tu as dit, notamment au niveau de l'activation, parce que ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu ce que tu nous disais, juste un logo sur une voiture, c'est quasi plus possible pour une société. Tu es obligé de passer par là, et c'est peut-être même des fois compliqué pour un pilote de devoir aussi gérer ça. C'est un peu ce que tu laissais sous-entendre, en fait. Mais en fait, c'est ce que j'explique maintenant à beaucoup de gens qui me demandent un petit peu comment j'ai fait pour lever ce genre de budget. C'est que à l'heure actuelle, un logo sur une voiture, ça marche plus. Donc il faut vraiment arrêter de dire, bah voilà, soutenez-moi, vous avez votre logo sur ma voiture, vous avez votre logo sur mon casque. Pour une société à l'heure actuelle, ça ne marche plus. Surtout qu'on va de plus en plus vers les côtés sustainability, voilà, vraiment l'écologie, les machins, etc. Donc pour une société, faire du sponsoring, c'est très dur. Et surtout qu'il y a eu tellement de blanchiment d'argent dans le sport auto maintenant, que quand tu dis je veux faire du sponsoring en sport auto, le mec va avoir plus facile d'aller sponsoriser un tournoi de golf ou une équipe de foot ou des choses comme ça, parce que le sport auto est devenu un peu le point noir du sponsoring. Pourquoi? Ben parce qu'il y a tellement d'argent qui tourne dedans que quand tu fais un sponsoring à 200, 300, 1 million d'euros, ça ne paraît pas suspect dans le sport auto, mais par contre, on a beaucoup qui ont profité pour justement faire des blanchiments d'argent, etc. Enfin, des histoires, il y en a 100 000 sur Internet, donc je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Mais donc, en gros, il faut proposer de dire, OK, vous me sponsorisez, mais qu'est-ce que votre société, elle gagne? Et en fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai créé. Par exemple, je prends l'exemple des 24 heures de Spa. On met tout sur pied avec CoinPayment et c'était de dire, OK, vous allez avoir deux choses. D'une part, vous allez prendre la visibilité via Porsche parce qu'on est toujours repartagé par Porsche Customer Racing, etc. Ils ont été mis dans Porsche Newsroom quand ils ont fait l'annonce de toutes les voitures qui étaient pour les 24 heures de Spa. Plus, on fait une activation. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une loge à Spa où vous invitez vos clients qui sont, en général, si tu as une bonne base de données, tu sais qui est intéressé par le sport auto, tu invites les gens sur place, on fait des visites de paddock, etc., qui est un peu ce que la F1 fait, mais à l'échelle du GT, qui est beaucoup plus accessible en termes de où est-ce que tes invités peuvent aller. Tu vois, par exemple, les sponsoring en Formule 1, ils vont te donner trois paddock pass, enfin, tu vois,
alors que tu payes 6, 7, 10 millions d'euros, tu vois. Mais ils te donnent 2 paddock pass pour 15 courses, et puis tu te débrouilles. Que là, en fait, moi, je suis arrivé à leur proposer ça. Et en fait, mon sponsor m'a dit, j'ai invité 2 clients là-bas avec qui j'ai signé un deal. J'ai fait mon truc. Donc, en gros, ton sponsoring est devenu une relation win-win. Que souvent, on a souvent l'image de, ah ben, allez, je prends l'exemple j'ai beaucoup de parents qui m'écrivent pour soutenir un peu leurs enfants en termes de sponsoring. Je dis, ben, envoyez-moi le dossier. Et je vois le dossier, c'est 2 feuilles faites sur Word. Ben, j'adore faire la mécanique avec mon papa. Mon rêve, c'est de faire de la Formule 1. Soutenez-moi, mettez le logo sur. C'est triste, hein, parce que c'est la beauté du sport. C'est ce qui était beau, ce qui faisait ça avant, mais ça marche plus. Ça marche plus. Maintenant, il faut vendre une idée marketing. Et c'est ce qui permet en soi de dire, OK, j'ai vendu cette idée-là, je touche à la société et la société va trouver son bonheur derrière. Si tu proposes pas du win-win, c'est terminé. Tu vois, quand ils disent oui, vous pouvez déduire ça de vos impôts, etc. Oui, c'est bien, mais ça fait pas la différence. Par contre, si tu peux générer du business, allez, je prends l'exemple pourquoi il y a autant de gens en Formule 1. Moi, en ayant eu en sponsor Formule 1, en ayant eu le retour de sponsors de Formule 1, ils font 4, 5 fois plus d'argent que ce qu'ils ont mis sur la voiture. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent tous. Tu vois, tous les millionnaires, les milliardaires se retrouvent entre eux, ça connecte. C'est pas de regarder les voitures tourner sur la piste, hein. C'est eux qui se connectent entre eux, discutent, mais ta société, elle fait quoi? Toi, tu fais quoi? Mais en fait, on peut développer ça ensemble. Et c'est là que tu fais des sous. C'est là qu'ils font le business. Donc, c'est là que le sponsoring devient intéressant pour eux. Tu vois, le brand awareness, donc vraiment donner une image de marque à ta société, c'est fini. Tu vois, à part Red Bull qui le fait très bien parce que c'est leur manière à eux de faire du marketing. Mais pour le reste, pour les sociétés, et franchement, je le dirais toujours, du budget, il y en a. Du budget pour sponsor. Si moi, Fabien Dufieux, qui ne suis personne, qui a débarqué à 4 ans, à lever presque 2,5 millions en sponsoring, je pense que quelqu'un qui a du plus de talent que moi et qui sait un peu, tu vois, peut le faire. C'est juste que voilà, c'est pas facile, ça prend du temps, il faut faire les bons, enfin, tu vois. Mais voilà, si tu es motivé, rien n'est impossible, tu peux le faire. Et il y a peut-être aussi un truc qui a changé ces dernières années, c'est qu'avant le sponsor qui avait beaucoup d'argent, mettait son nom sur la voiture, ok. Sauf que maintenant le sponsor qui avant mettait son nom sur la voiture, maintenant il roule. En soi, oui, la catégorie bronze en elle-même a un petit peu cassé le soutien qu'on pouvait donner aux pilotes avant. Parce que ce qui se passait en fait, avant le sponsor, il avait le rêve d'être pilote. Et il vivait son rêve à travers le pilote qui sponsorisait. Sauf que maintenant, allez, les GT3 sont, j'ai pas envie de dire ça, mais sont faciles à emmener. Donc quelqu'un qui a un bon coup de volant, allez, tu le mets dans une GT3, tu fais 4-5 track day, il va comprendre un peu le truc. Il ne sera jamais dans le rythme d'un Silver ou d'un Pro s'il n'a pas le petit truc en plus, tu vois ce que je veux dire. Mais il saura faire tourner la voiture et il prendra son plaisir, il sera derrière le volant. Donc c'est malheureusement un peu pour moi cette catégorie bronze qui a un peu cassé tout ça. Et ce que j'explique aussi aux gens, c'est de dire, imagine moi ma situation qui suis pilote bronze pour aller lever des fonds. Parce qu'un bronze va me dire, ben oui, mais moi je vais rouler, enfin, c'est moi qui y vais, tu vois. Qu'un silver ou un pro, tu as toujours le côté un peu prestigieux de, ah, je vais sponsoriser, enfin, tu vois, bus ou des trucs comme ça. Donc, t'as le côté un peu prestigieux que moi, quand j'arrive, c'est Fabien, salut, c'est moi, j'ai envie de rouler, quoi, tu vois. Donc, si tu proposes pas quelque chose derrière, ça va être difficile. Et il y a aussi le côté obscur du truc, c'est que maintenant même les pilotes pros sont contraints d'emmener du budget ou de trouver des budgets. Ah, mais ça, c'est le pire. Alors, c'est maintenant, et alors je vais te donner même une anecdote que tu vas trouver très marrante. Je ne donnerai pas la marque, mais je te dirai ce qu'ils m'ont proposé. Mais pour en revenir au pilote pro, maintenant tout le monde peut se déclarer, entre guillemets, peut acheter son statut pro dans une marque. Donc faut se dire, enfin, on est devenu maintenant dans une sphère stratosphérique que même avec du talent, tu achètes ton statut pro et tu payes ta saison. Toutes les marques, les seules à l'heure actuelle qui n'ont pas de pilote vraiment payant, c'est BMW. BMW reste encore très, on a notre dose de pilote, on les paye, tout est couvert, etc. Mais le reste, c'est, allez, pour te dire l'anecdote, on m'a appelé pour savoir ce que je faisais cette saison-ci. Il y a une marque qui m'a dit, si tu achètes la voiture et que tu fais le programme complet dans tel championnat, on te fait passer officiel. Joli pour un bronze. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, c'est pour te donner un peu
la sphère. Et moi, tu vois, j'en ai toujours rigolé parce que je rêve vraiment de pouvoir ramener un peu cette catégorie bronze au-delà du statut, je paye, je roule. Parce qu'en soi, tu vois maintenant dans tous les championnats, il te faut un bronze. Mais des bronzes qui vont vite, t'en as pas beaucoup, tu vois. Mais t'as quand même de plus en plus de bronzes qui ont les moyens et qui vont vite. Tu vois, je prends un gars comme Leung ou Blattner, qui pour moi un faux bronze. Le mec doit être silver. Enfin, je suis désolé, mais Leung pour moi reste et restera ma référence où j'essaie un peu de me caler et de me dire si je suis proche de lui, ça va. Mais non, en fait, tu vois, c'est de dire c'est une catégorie qui pour moi manque un petit peu de magie. Tu vois, c'est juste de dire j'ai de l'argent, je viens, je paye. Tu vois, il y a énormément de gens qui se disent ah ben si lui il est là, c'est que c'est un pilote top. Ben non, en fait, c'est juste qu'il a de l'argent. Je parle vraiment en catégorie, et même dans les silvers, hein. Tu regardes maintenant, il y a des silvers qui sont très mauvais, mais qui font tous les championnats parce qu'ils ont de l'oseille. Et de l'autre côté, tu prends un mec comme Mathieu, bah parce que voilà, moi c'est à qui j'essaye de faire grandir. Tu prends un mec comme Mathieu, qui est bourré de talent, mais qui a pas de sous. Tu vois un peu le côté maintenant de se dire, bah si on y arrive même au pilote pro, ben, en fait, enfin, tu vois, il y a plus de sens, il y a plus vraiment de pilote qui est un peu déniché à droite, à gauche, parce qu'il avait du talent. Non, tu dois se démarrer silver. Pour être dans les bons championnats, pour te faire voir, tu dois avoir du budget. Et pour te faire voir, etc., tu dois mettre des gros budgets parce qu'il faut être dans les bons teams. Et seulement là, tu seras vu par les marques. Il n'y a plus vraiment pour moi ah, ce gars, il est exceptionnel. Tu vois, je le fais sortir du lot et je le fais passer pilote pro. Ça n'existe plus. Donc toi, il faut maintenant en plus que tu essaies de lever des fonds pour toi, mais aussi un peu pour Mathieu. Donc il faut avoir un peu la double casquette pour toi que tu puisses continuer à rouler et que Mathieu puisse continuer à rouler. C'est un peu ce qui s'est fait un peu en Asian Le Mans où vous étiez pas forcément. On peut vous retrouver sur deux voitures différentes finalement. Bah, c'est ça, ouais, en fait moi j'essaye toujours, si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai parce que voilà, c'est ce qui s'est passé cette saison. Après moi si j'en suis là aussi aujourd'hui en termes de pilotage, c'est parce que Mathieu m'a coaché derrière. Il m'a poussé en pilotage et moi j'ai poussé financièrement sur ce que je pouvais trouver. Donc et puis on l'a fait d'une manière, je te dis c'est vraiment deux potes qui prennent du plaisir ensemble. On a juste remarqué que au plus on avançait avec des gros sponsors, au plus tu perds un peu ce côté, vu qu'il y a tellement de pression, tu sais, résultats, machin, etc. On avait un peu perdu ce côté, bah, ces deux potes qui s'amusent ensemble. Mais oui, j'ai vraiment la double casquette. Après, voilà, ici pour cette année, j'essaye encore de voir ce qu'il est possible de faire. Ça va être encore du last minute, j'en suis sûr. Soit je vais trouver ce qu'il faut pour que je puisse continuer, soit je vais trouver assez pour qu'on puisse continuer à deux. Mais voilà, c'est par exemple pour ça aux 24 heures de Dubaï que lui était chez WRT avec bah, Minsky qui est une personne que Mathieu coach aussi, qui lui a dit écoute viens dans l'aventure. Parce que de base nous on devait faire les 24 heures de Dubaï avec UNX. Et puis bah, finalement connaissant les histoires ça s'est pas fait. Et donc du coup, moi j'ai trouvé le volant chez As, j'ai trouvé le budget pour rouler chez As. Et encore une fois, tu vois, tu disais essayer de rebondir vite, c'est de juste penser logique. En fait, moi ce que j'ai fait, donc je savais que c'était les 24 heures de Dubaï, As c'était Audi, je m'entends très bien avec le CEO de Audi Dubaï. Bah, je l'ai appelé, j'ai dit écoute, je sais que chaque année vous faites une activation et si on met une voiture en plus dedans. Donc on a la voiture, brandée Al Nabouda Racing, on fait le reveal dans le showroom. Enfin tu vois, c'est vraiment de penser voilà, qu'est-ce que je peux activer plutôt que de dire hey, les gars, je vais faire Dubaï, vous me donnez un budget, tu vois non, c'est tu vois vraiment créer une histoire. D'où l'expo de la voiture dans le Cars Café qui était privatisé pour une activation Audi et ça permet aussi à Audi Dubaï d'être un peu dans le mood du truc. Voilà, et de dire, alors un truc que moi j'adore vendre maintenant, et on l'a vu bah, avec Ajit Kumar, avec UNX, avec Al Nabouda Racing, c'est de faire croire au sponsor qu'il a un team. Tu vois, en fait, quand tu as vu UNX Racing, les gens se sont dit, mais c'est un team en fait. Ben Ouais, non, c'est vrai. c'est dynamique. Mais le team en soi, on le crée. Sur Ajit Kumar, c'était de dire Ajit Kumar Racing. À l'heure actuelle, Ajit n'a ni camion, ni mécano, ni voiture. Ils n'ont Ouais. pas de team. Tu vois, c'est de vendre un peu l'idée derrière de dire je vends ça, je vends le team. Et en fait, tu deviens au sponsor, il peut le dire à ses clients, bah, venez, je vous invite, j'ai mon team. Qui du commun du mortel va savoir, tu vois, dans le paddock, on sait,
Tout le monde sait que c'était Dynamic, tu vois, qui fallait. À l'Asian, tout le monde savait que c'était WRT. Mais pour le sponsor lui-même, c'est de dire, j'ai mon team, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on nous a vus, pour en revenir à ça un petit peu. Bon, moi j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai même pas fait un tour aux 24 heures de Dubaï. Et petite anecdote, on s'est fait sortir par la voiture d'Ajit, donc ça rajoute une belle histoire. Mais non, voilà, malheureusement j'ai pas roulé. Bon, c'est les risques de la course, voilà. Mais c'est pour ça qu'on nous a vus sur des voitures, je vais dire différentes là-bas. Et quand tu vas démarcher, enfin quand tu vas discuter avec des contacts, est-ce que tu as des métiers ou des relations qui sont un peu plus faciles? Est-ce que tu vas plus aller voir des gens de la tech, par exemple, qui est assez à la mode en ce moment, les contacts sur la tech? On sait que la crypto, c'est aussi à la mode. Est-ce que tu as un peu une fourchette un peu de gens à aller voir ou c'est un petit peu général? Mais en fait, moi, je fonctionne énormément, c'est ce que j'explique toujours aux gens, je fonctionne énormément au relationnel. Moi, j'ai un réseau de gens que je connais, que j'ai fait avec le temps, etc. Si quelqu'un, allez, je prends toujours l'exemple, imaginons, ton meilleur ami a une société qui vend de l'inox, par exemple, il fait des millions, il sait pas quoi en faire, etc. Peu importe le domaine, il t'aidera. Ça, c'est le schéma classique du sponsoring. Tu connais quelqu'un qui veut t'aider, etc. Si par contre maintenant tu te dis, écoute, bah, comme j'expliquais à Mathieu, parce que là il est sur une recherche de sponsor pour rouler sur un championnat en Chine, je lui dis, écoute, t'es basé à Dubaï. Quelle grosse société fait du marché avec la Chine? Tu vois, donc en gros, tu dois vendre à la société. Je prends par exemple un promoteur immobilier, parce qu'ils vendent énormément de bâtiments, enfin d'appartements, etc., aux Chinois. Va voir un promoteur immobilier, les gros, arrange-toi pour attraper la bonne personne, et ensuite de ça, tu leur vends l'idée de dire, je vais vous promouvoir dans un championnat automobile en Chine, dans un paddock où on connaît les budgets, on vient d'en parler, donc des gens qui ont les capacités de vous acheter des maisons et des appartements. Donc tu vois, c'est vraiment de trouver cette relation plutôt que de dire, bah, sponsorisez-moi. Non, vous me sponsorisez, je deviens votre ambassadeur, je vous représente. Tu vois, donc c'est un peu des choses comme ça. Parce que tech et crypto, oui, c'est en vogue, mais encore une fois, quand tu deals avec des gens de la tech et de la crypto, soit tu es chanceux et tu tombes sur un gars comme j'ai eu avec ConPayment, qui est devenu mon ami à force du temps, etc., qui a la tête sur les épaules, qui est pas devenu un nouveau riche complètement timbré. Donc c'est toujours le risque quand tu deals dans la crypto. Soit tu tombes sur une personne bien, soit tu tombes sur un nouveau millionnaire, enfin tu vois, et qui va complètement te dire oui, je paye ça, puis la crypto s'effondre, il disparaît. Tu vois, donc ça c'est le risque. Par contre, où il y a vraiment une chose à faire pour moi, c'est tout ce qui est tech et tout ce qui est intelligence artificielle. Dans le sens où intelligence artificielle, ils sont en train de développer énormément d'argent dans le sport automobile aussi. Mais la question, c'est comment tu vas leur vendre. On parle toujours que l'intelligence artificielle, ils vont baser sur la performance. Quelle intelligence sera la plus performante? Ben, l'intelligence artificielle qui va avoir son team de course et qui va performer. Et tu intègres entre guillemets, des choses d'intelligence artificielle dans le team et tu communiques là-dessus. Tu vois, de dire, bah ok, on a, je sais pas moi, ChatGPT qui est notre sponsor. Il y a autant de tâches dans le team qui sont gérées par ChatGPT. Et là, tu arrives avec ta communication, quand tu fais des press releases, de dire, boum, le premier team a utilisé ChatGPT pour, je sais pas moi, les Teams meetings, les machins, les analyses, etc. Enfin, tu vois, tu sais que dans le paddock, je ne dirai pas qui parce que ça restera confidentiel, il y a un mec qui a développé son coach en intelligence artificielle. Il a tellement de données maintenant que s'il décide de le publier, il enterre tous les coachs. Il met ses vidéos dans son programme. La vidéo analyse virage par virage de tous les feedbacks qu'il a reçus de tous les coachs qu'il a déjà pris. Il sait où il doit améliorer, il sait où il doit pousser. Tu vois, donc c'est des choses où si tu prends le step de la vie actuelle et que tu targetes les bonnes personnes, et encore une fois, il faut que tu tombes sur le bon gars. Moi, c'est ce que j'explique toujours. Envoie un mail. Ça répond pas, va frapper à la porte. Prends le siège social, va frapper à la porte. Demande à voir le manager. Enfin, tu vois, j'exagère hein, quand je dis ça, mais si l'email c'est une barrière, un email, tu ne vendras jamais un projet. Par contre, quand tu parles à quelqu'un et que tu lui vends ton projet de face à face, c'est là que tu fais la différence. Parce que là, tu parles avec ton cœur, tu parles avec tes envies, tu parles avec ton savoir-faire, et c'est là que tu arrives, tu vois, un peu à faire une différence et à te dire, ben, allez, on y va. Tu vois, on fait le truc parce qu'on a vendu un projet ensemble, plutôt que de dire, ben,
donnez-moi du budget et venez sur ma voiture, tu vois. Ça marche plus. Faut peut-être qu'on précise parce qu'on parle de Mathieu depuis le début du podcast, hein, mais on parle de Mathieu Dautry qui roulait avec toi, hein. On va préciser pour le nom de famille parce qu'on on parle de Mathieu, mais donc c'était une petite précision. Donc toi, on peut te voir et Mathieu aussi quand même cette saison-là. Pour le moment, c'est compliqué. Soyons honnêtes. C'est un peu compliqué. Et puis moi, le souci, c'est que tout ce que j'ai eu vis-à-vis de la fin de saison ici, on va dire ça comme ça m'a un petit peu, tu vois, ça m'a un peu cassé le truc, mais l'ambition est toujours d'être là, toujours en discussion avec les sponsors pour voir ce qu'on peut faire. Mais on est toujours en discussion à droite, à gauche pour voir ce qu'on peut faire pour rester dans le circuit, parce que je sais, je peux visualiser deux, trois opportunités que je peux avoir, mais pour 2027. Mais pour ça, il faut rester tu vois, il faut rester dans le circuit, comme on dit, parce qu'il n'y a pas de secret. Au plus tu roules, au plus ça ira. Quand je vois nous, on a quand même beaucoup roulé cette saison. On faisait quasiment trois championnats à un moment donné en même temps. Bah, ça aide. Donc, si tu disparais du circuit, qu'il faut revendre les trucs derrière, c'est toujours mieux quand tu es dedans que quand tu ne l'es pas. On se bat pour voir un peu ce qu'on peut faire. Mathieu de son côté, moi de mon côté. J'essaye aussi, voilà, de voir si on peut lever des fonds pour les deux, mais tout en, je veux rester logique dans ce que j'ai envie de faire. Ce sera d'office pas pour moi le GT World Challenge, ou alors juste les 24 heures de Spa. Peut-être pour remettre le titre Pro-Am en jeu pour le fun, j'ai envie de dire. Mais pour moi, le GT World Challenge, c'est beaucoup, beaucoup de sous pour ce qu'on roule. Et dans l'idée d'aller vers les 24 heures du Mans, qui reste quand même la course que je rêve de faire, moi, je serais plus dans l'idée ici d'aller vers la Michelin Le Mans Cup en GT3, parce que le LMS, voilà, c'est encore un autre budget. Voilà, de voir ce qu'on peut faire, si on peut continuer vers là, et après voir quelles sont les étapes suivantes dans le schéma de la CO. On essaye. Quand tu vas démarcher des gens, tu démarches avec un programme en tête, enfin avec un championnat en tête, ou pas forcément un championnat en tête? En fait, ça dépend ce que ton sponsor veut. Moi, je m'adapte et vu que dans l'idée, moi, je suis un gamin qui a voulu vivre son rêve, qui veut rester dans le sport automobile. Donc, t'es prêt, entre guillemets, si moi, mon sponsor, il me dit, écoute, on veut démarcher le marché asiatique, tu vas faire le GT World Asie, bah, j'y vais. Enfin, tu vois, tu t'adaptes en fait à ce que tu vends. Mais oui, en général, là ici dans les discussions que j'ai, on discute Michelin Le Mans Cup, on discute peut-être de faire quand même la Michelin Le Mans Cup et les 24 heures de Spa. Donc voilà, de rester un peu dans un schéma, mais j'ai pas envie de faire, tu vois, plusieurs courses, de me dire, ok, je fais les 24 de Spa, et puis je fais les 24 de Daytona ou des trucs comme ça, tu vois. Ça, quand je serai un vrai bronze, tu vois, genre là, je le ferai, tu vois. Je pourrais me dire, ok, je choisis, mais là, j'ai quand même envie t'as toujours envie de te battre pour gagner un championnat. Et je trouve honnêtement, pour mon niveau, la Michelin Le Mans Cup correspond mieux, parce que on a en soi brûlé les étapes. De se dire, première course en GT3, tu fais les 24 de Spa. Enfin, il fallait être un peu marbré, tu vois. Mais t'as l'opportunité, donc tu vois, c'est comme si je te dis maintenant, t'as le temps d'aller faire 10 tours en F1, mais tu sais que t'es pas prêt ou t'as mal au bras, bah tu vas quand même y aller parce que tu vois, tu sais que l'opportunité, elle se représentera peut-être jamais. Donc on l'avait fait comme ça, mais voilà, je pense que pour un bronze qui voudrait alors le GT World Challenge, 2 saisons en Creventic pour bien comprendre la voiture, les choses, prendre l'expérience, et puis après seulement tu passes en GT World Challenge. Donc après, on a fait des bons résultats, donc c'est qu'on n'est pas trop mauvais. Mais voilà, c'est de voir un peu ce qu'on peut faire. Moi, mon rêve, entre guillemets, ultime, ça aurait été d'avoir un peu un schéma comme Fabien Lavergne, tu vois, avec qui je m'entends très bien, qui lui avait été sélectionné avec la Ferrari, là, où ils avaient fait le LMS. Bronze, statut bronze, archi vite, enfin, tu vois. Donc moi, c'était un peu dans l'idée, ce que je rêvais d'avoir, c'est de me dire, ben, je me mets dans les top bronzes et tu sais jamais ce qui peut arriver. Je prends l'exemple du WEC parce qu'on avait à un moment donné demandé les budgets pour le WEC. Le WEC, c'est 4 millions 5 millions, 6 millions, ça dépend les teams pour la saison. Et en gros, c'est soit le bronze qui paye, soit le silver, soit moitié-moitié les deux. Mais tu as parfois un schéma où un silver qui a le full budget, mais qui cherche un bronze qui va vite. Tu vois, donc c'était un peu de vraiment pouvoir me montrer en tant que bronze et dire, ben voilà, je suis là et si besoin, ben... Mais pour ça, tu dois rester dans le circuit.
Le nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info qui était consacré à ce long échange avec Fabien Duffieux, qu'on remercie encore pour son temps et sa disponibilité et pour vous avoir un petit peu éclairé sur les coulisses des montages des programmes, notamment dans les catégories GT. Fabien, encore merci de la part d'Endurance Info. Merci Laurent également pour avoir animé cet échange et puis on se donne rapidement rendez-vous, Laurent, dans un prochain numéro de notre podcast. Merci et à bientôt. Merci.